retrouver Philippe Lamberts, coprésident des Verts au Parlement européen. Merci d'être avec nous. Avec nous également Pascal Delwitt, politologue, professeur à l'Université de Bruxelles. Merci à vous également. Première question à vous, Philippe Lamberts. La percée de l'AfD, le recul de la CDU et du SPD, c'est une très mauvaise nouvelle pour l'Europe et aussi pour l'Union européenne. Je pense en effet, qu'on va mesurer en fait combien les 4 années écoulées de la Grande Coalition auront été une opportunité ratée. Nous avions au Bundestag une majorité de 80% favorable à la construction européenne, alors à des degrés divers, mais en tout cas tellement large qu'elle était susceptible d'établir sur des bases solides une réforme profonde de l'euro qui garantirait sa survie. Et tout le monde disait « Ah non, il faut attendre les élections allemandes, il faut attendre les élections allemandes, on verra, on ne peut rien faire avant ». Eh bien maintenant, on se retrouve avec un Bundestag où il sera beaucoup plus difficile de faire admettre les réformes qui sont absolument indispensables à assurer la solidité de l'euro. Et ça, pour l'Europe, c'est une très mauvaise nouvelle. Et quelque part, ça dépeint Angela Merkel sous la figure qu'est la sienne, c'est-à-dire quelqu'un qui n'agit que sous la contrainte, que lorsqu'elle est le dos au mur. On l'a vu avec Fukushima, on l'a vu à d'autres occasions. Et donc, finalement, il y a une certaine dose d'opportunisme politique dans son comportement, pas toujours sur les migrants, pas, mais là-dessus, elle a toujours joué la montre. Mais résultat des courses, elle aura les moins beaucoup plus liés cette fois-ci que pendant la législature écoulée. Ce que vous voulez nous dire, Philippe Lamberts, c'est qu'en fait, Angela Merkel, dont on dit qu'elle n'a pas de politique, qu'elle s'appuie toujours sur la politique de l'Alliance, finalement, va devoir s'inventer une autre façon de faire de la politique? Je ne sais pas si elle en aura la possibilité, tout simplement parce que les chiffres sont là. Son propre parti n'est pas très enthousiaste à l'idée de mettre en place, par exemple, un budget solide de la zone euro. Je vois mal avec quel partenaire elle va pouvoir le faire. Les plus allants pour cela, ce sont les Verts, qui ont un petit peu progressé, mais pas assez pour constituer une coalition avec Merkel. Et vous ne comptez pas justement sur les Verts pour, dans le contrat de coalition, négocier avec elle sur un renforcement de la zone euro, vos camarades des Verts allemands? Je n'ai pas de doute que les Verts allemands pousseront pour cela, mais si c'est pour faire une coalition jamaïcaine ou quelque part... Alors, coalition jamaïcaine, il faut expliquer peut-être pour Alors, c'est la coalition qui réunit les Noirs, c'est-à-dire les chrétiens démocrates, les Verts, que je ne présente plus, et les jaunes, c'est-à-dire les libéraux, c'est les couleurs du drapeau jamaïcain. Eh bien, si telle devait être la coalition, on a, pour contrebalancer l'allant européen des Verts, un freinage des 4 fers de la part des libéraux qui ne font plus du tout le parti de Hans-Dietrich Genscher, l'auxiliaire très pro-européen de Helmut Kohl, mais bien un parti qui voudrait virer la Grèce de la zone euro et qui n'est pas prêt à la moindre concession pour solidifier un euro qui en fait profite en l'état à l'Allemagne principalement. Il y a déjà une coalition jamaïcaine dans un land allemand, c'est le Schleswig-Holstein. Donc quel bilan? Ça fait que quelques mois, mais est-ce que vous en avez déjà quel contrat de coalition a été fait? Je ne dis pas qu'il est impossible de faire fonctionner une telle coalition. D'ailleurs, la première coalition politique que j'ai faite à un niveau local, c'était avec les libéraux. Mais ici, on parle d'enjeux d'une nature différente. Il s'agit de la politique macroéconomique, de la politique monétaire. Je ne vous parle pas de la Russie, où par exemple Christian Lindner, le leader du FDP, trouve qu'on devrait reconnaître l'annexion unilatérale de la Crimée par la Russie, ce qui, pour les Verts, est évidemment impensable. Et donc, vous prenez la politique économique, la politique monétaire, la politique internationale et évidemment la politique de justice sociale, les Verts et les libéraux sont aux antipodes. Donc, je ne sais pas, je ne peux pas vous prédire ce qui va se passer, mais en tout cas, je pense que des discussions de coalition sur cette base-là vont être extrêmement compliquées. Pascal Delwitt, vous qui travaillez beaucoup sur la montée des populismes, vous avez d'ailleurs expliqué en fait que la montée de ces populistes, elle s'explique par l'anxiété, par les peurs qui ont été générées par la crise financière de 2008. C'est une surprise pour vous, cette percée de l'AfD, ou est-ce que vous l'aviez anticipé à ce point-là, à ce niveau-là? Non, ce n'est pas une surprise. C'est toujours difficile d'anticiper le résultat électoral d'un parti, mais ce n'est pas une surprise. C'est-à-dire, ce qui est aujourd'hui une surprise dans les élections en Europe, c'est qu'il n'y ait pas l'émergence, ou en tout cas l'assise à un haut niveau d'un parti de droite radicale, de droite populiste. On le voit en Norvège, on l'a vu aux Pays-Bas, on le voit dans d'autres États. Donc on va voir les élections en Autriche dans quelques semaines. Donc on est dans une dynamique. En même temps, il y a quand même un phénomène à souligner, c'est que d'aucuns considéraient que le rapport au passé pour l'Allemagne était une forme d'antidote à l'entrée de l'extrême droite dans le Bundestag, et dans une certaine mesure, ça s'est vérifié, puisque de 1949 à nos jours, il n'y avait pas eu d'entrée de partis d'extrême droite dans le Bundestag. Il y en avait eu dans certains Länder, mais pas au niveau du Bundestag.
C'est donc quelque chose de nouveau et peut-être aussi un nouveau rapport au passé qui va se présenter pour les Allemands. Angela Merkel se voulait garante de la stabilité. C'était aussi le point fort finalement de sa campagne. Il fait bon vivre dans l'Allemagne dans laquelle on vit actuellement, pas de changement. Et là, on va vers un bouleversement. On va vers un très grand changement parce que de deux choses l'une, soit c'est la reproduction de la grande coalition qui a perdu les élections. La CDU-CSU perd 9 points de pourcent, le SPD qui était déjà à un niveau extrêmement bas perd également 20% de ses électeurs. Donc vous avez un très grand affaiblissement de la grande coalition, donc qui n'a beaucoup moins de légitimité qu'en 2013. Et d'autre part, la construction de la seule alternative crédible, c'est-à-dire une alliance de la CDU-CSU, du FDP et des Verts, apparaît extrêmement fragile politiquement et vraiment très peu cohérente, avec aussi une nouveauté dans le système politique allemand. Il faut bien voir que traditionnellement, les coalitions amènent le chancelier du parti majoritaire et le ministre des Affaires étrangères du parti junior, ce qui donne aussi une tonalité allemande, quand bien même c'est une coalition. Ici, si vous avez une coalition à 3 partenaires, cette configuration-là ne sera plus possible. Justement, monsieur... On peut toujours donner les finances aux Verts. Vous dites? On peut toujours donner le ministère des Finances aux Verts, pourquoi pas? Ce serait une bonne idée, selon vous? Je pense que le FDP le voudrait. Je pense. En tout cas, si on veut sortir de la rigidité de Wolfgang Schäuble, le ministre des Finances sortant, si on veut que l'Allemagne soit à la hauteur du défi de l'union monétaire, il va falloir changer de politique, c'est très clair. Mais bon, c'est très clair qu'avec le FDP à bord, ce sera très compliqué. Mais vous le dites vous-même, quand le ministre des Finances parle, au Conseil européen des ministres des Finances, tout le monde se tait. Donc est-ce que finalement, ce n'est pas un peu l'attentisme des autres qui donne cette toute-puissance? Oui. Et donc quand je dis qu'on vient de perdre 4 ans, c'est essentiellement ça mon message. Bien sûr, à l'intérieur de la coalition allemande, le SPD n'a absolument pas pesé pour changer les orientations de politique économique de Wolfgang Schäuble, c'est très clair. Mais à l'extérieur des frontières allemandes, personne au Conseil européen, personne à l'ECOFIN, c'est-à-dire la réunion des ministres des Finances de l'Union européenne, n'a osé lever la voix ou faire voir des alternatives à l'ordolibéralisme allemand. Et comment contrer cela alors, maintenant? Maintenant, il faut évidemment que ces voix-là parlent, et je pense qu'Emmanuel Macron est très mal parti parce que sa stratégie, si vous voulez, quelle est-elle? C'est de dire je vais imiter l'Allemagne pour quémander des bons points du professeur allemand, et alors peut-être m'écoutera-t-il. Donc d'emblée, Emmanuel Macron se présente comme un junior, un petit peu comme Schulz le faisait dans le débat avec Merkel. Il y a la professeure et puis il y a l'élève. Donc si je vous suis suivre le modèle allemand, ce n'est vraiment pas la bonne... Il y a des choses très intéressantes dans le modèle allemand, mais il y a aussi, enfin le succès allemand, c'est aussi, ce n'est pas uniquement, c'est 7 millions de travailleurs pauvres, c'est une triche généralisée dans le secteur industriel absolument central dans l'économie allemande, c'est évidemment le Dieselgate. Donc le modèle allemand, le succès allemand repose aussi sur des choses qu'on n'aime pas trop raconter, parce qu'il faudrait que l'Allemagne soit insoupçonnable comme la femme de César. Mais ce que je veux dire, c'est que pour contrer l'Allemagne, pour parler fort au Conseil, Emmanuel Macron aurait besoin de l'Italie, aurait besoin de l'Espagne. Or, qu'est-ce qu'il a fait tout l'été? C'est contrarier l'Italie. Donc en fait, il s'est aliéné l'Italie, et il a voulu faire, comme on dit en bruxellois, faire carpette à l'égard de Merkel. Je ne pense pas que c'est la stratégie gagnante. Philippe Lamberts-Balsol, on va vous retrouver un petit peu plus tard. On va jeter un nouveau coup d'œil sur les résultats et donc sur ce nouveau schéma, ce nouveau dessin de l'Assemblée du Parlement allemand, du Bundestag, avec notamment la répartition en sièges. Alors on voit que la CDU, sur le graphique qui va arriver d'une minute à l'autre, en pourcentage, donc la CDU remporte quand même largement cette élection avec plus de 32,8% des voix devant les sociaux-libéraux du SPD de Martin Schulz qui eux arrivent deuxième avec 20,8% des voix. À noter donc le tremblement de terre de cette élection qui consiste notamment avec l'entrée de l'AfD au Bundestag qui obtient 13,1% des voix. C'est cela, les 3 premières grandes leçons, Isabelle Horry, à retenir de ces élections législatives. Oui, alors ce soir, les commentateurs à la télévision allemande ont eu, dès les premières secondes de ces résultats, les mots il s'agit d'un tremblement de terre, d'un séisme dans la vie politique allemande. Et on voit qu'effectivement, la CDU est en tête, mais elle réalise l'un de ses pires scores depuis la guerre, son pire score depuis 1949. Et 1949, je crois, on attendra les résultats
définitif pour en être certain. Le SPD, c'est le pire score de son histoire et effectivement on voit l'émergence d'une extrême droite, donc effectivement un scrutin historique avec des résultats très, très différents. Alors voyons, si vous le voulez bien, comment réagissent les premiers concernés, les présidents de ces partis qui connaissent maintenant leur position. Comme le veut la tradition allemande, tous ces chefs de parti, du moins ceux qui seront représentés au Bundestag, ceux qui ont obtenu au moins 5%, se sont rassemblés pour un grand débat. On en a vu quelques images tout à l'heure. Parmi ces chefs, désormais, il faut donc compter avec l'AfD. Comment voient-ils tous l'Allemagne de demain? Quelles affinités, quelles priorités? Les moments forts de ce grand débat, c'est tout de suite avec Éric Destiné. Moins d'une heure après la fermeture des bureaux de vote, Angela Merkel s'est présentée devant les militants. Elle ne leur a pas caché, elle espérait un meilleur résultat, même si son parti reste indispensable pour gouverner. Très vite, elle a évoqué la percée historique de l'AfD. Bien sûr, il y a un nouveau défi de taille qui nous attend, c'est l'entrée de l'AfD au Bundestag. Nous allons analyser cela de manière approfondie, car nous voulons regagner les électeurs et les électrices de l'AfD en réglant leurs problèmes, en nous mettant à l'écoute de leurs soucis et de leurs peurs aussi, mais surtout en menant la bonne politique. Une heure plus tard, première confrontation entre les leaders des partis qui siégeront au nouveau Bundestag. Une question brûle les lèvres, quelle coalition pour gouverner? Réponse des sociaux-démocrates, eux siégeront dans l'opposition. Nous allons entrer en opposition contre ce gouvernement de la contradiction. Je viens d'expliquer à la maison Willy Brandt que la collaboration entre la CDU, CSU et le SPD prend fin à compter de ce jour. Nous sommes encore aux affaires dans ce gouvernement. Je vous avais dit, lorsque je suis devenu président du SPD, que nous allions assumer notre responsabilité jusqu'à la fin de la législature. Mais cette grande coalition, les gens ont voté contre. Il faut le voir clairement, les gens n'en veulent plus. Et le rôle qu'ils nous ont confié, c'est de faire partie des partis de l'opposition. Sur le plateau aussi, et pour la première fois, le porte-parole de l'AfD est invité à s'exprimer. Sans surprise, l'immigration est un thème central. Ce qui se passe dans notre pays, c'est effectivement une dissolution croissante de notre nation, parce que nous avons beaucoup d'immigration illégale. C'est évident pour les gens que notre société n'a pas la capacité de l'absorber. Vous pouvez être d'un autre avis, alors laissez-nous nous confronter là-dessus avec un vrai débat démocratique. C'est ce que nous allons faire au Bundestag, ni plus ni moins. Dans ce contexte, quelle sera la coalition pour gouverner? On retrouvera probablement les Verts et les libéraux en plus des démocrates chrétiens. Les négociations vont bientôt commencer. Et on prend tout de suite la direction de Berlin où l'on retrouve Annick Kappel. Vous êtes l'envoyée spéciale de la RTBF. Alors Annick Kappel, quelle est l'atmosphère ce soir au QG de la CDU des chrétiens? Bien, figurez-vous que Angela Merkel vient de faire une nouvelle apparition ici au siège de la CDU il y a quelques minutes. Elle est revenue sur la scène où elle était apparue en début de soirée. Elle est revenue entourée de plusieurs membres de son parti. Elle a été largement acclamée à de nombreuses reprises par ses militants qui visiblement avaient besoin d'être réconfortés, d'être rassurés par la nouvelle chancelière. En début de soirée, il y a une heure plus ou moins, un petit orchestre est venu s'installer sur ce même podium. Il est de nouveau en train de jouer maintenant. Et franchement, ce n'était pas la folle ambiance. On sent que ce n'est pas la grosse fiesta qu'espéraient les militants de la CDU. Car comment savourer pleinement ce qui, sur le papier, est une belle victoire, puisque la CDU devance largement ses concurrents, mais qui, en réalité, est un demi-échec, une demi-défaite personnelle pour Angela Merkel, qui n'aura pas réussi à convaincre une partie de l'électorat allemand que sa politique d'ouverture vis-à-vis des réfugiés était la bonne. Il y a quelques minutes, ce même orchestre a interprété la célèbre chanson du groupe ABBA, The Winner Takes It All. En l'occurrence, on pourra dire que c'était un choix un peu maladroit, puisque ce soir, le gagnant est loin de tout remporter. Merci Annick Kappel. Et c'est aussi un peu la désillusion du côté du SPD où nous rejoignons à nouveau notre correspondante de la RTS, Nathalie Boujard. Nathalie, Angela Merkel a entendu que le SPD n'était plus disponible, qu'il voulait désormais être dans l'opposition, mais elle l'a dit de façon assez subtile, de façon assez Merkel peut-être. On en reparle demain. Ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire que c'est pas encore très clair. Les négociations vont durer un certain temps. Ce qui est sûr, c'est que Martin Schulz
a martelé ce soir, qui veut rentrer dans l'opposition, aussi pour ne pas laisser le parti populiste AfD imposer finalement son calendrier au gouvernement. Donc il veut vraiment lutter contre ça. Pourquoi en discuter demain? Parce que c'est pas du tout certain que la coalition jamaïque, donc les libéraux, FDP et puis les écologistes, les Verts, vont réussir à se mettre d'accord et puis à pouvoir former une coalition avec la CDU. Et ça, si ça se passe pas, il y a deux options. Soit Angela Merkel retourne voir le SPD et recommence à négocier avec eux, à voir ce qu'ils décident, soit ça veut dire des nouvelles élections. Oui, une certitude, le SPD veut se repositionner, veut être plus fort à l'avenir, peut-être plus solide, ne plus être dans l'ombre d'Angela Merkel, comme ce fut un peu le cas. Oui, et ce qu'on m'a dit aussi ce soir, en discutant un peu avec des militants, des partisans, c'est que même si Angela Merkel revient voir le SPD pour dire « mais est-ce qu'on ne pourrait pas quand même former une coalition ?», ils sont quand même assez contre parce que voilà, ils ont vu le résultat de participer à cette coalition, c'est que en termes de vote, en termes de soutien derrière de la population, ça ne paye pas, ça veut dire perdre de l'énergie, même si on réussit à avoir des réussites gouvernementales. Et ça, ils n'en veulent plus. Après, c'est l'avenir qui nous dira ce qui va vraiment se passer. Effectivement, Nathalie Beaujard au siège du SPD, les sociodémocrates à Berlin. Merci à vous, Nathalie. Philippe Lamberts, on attendait beaucoup du tandem du nouveau couple Macron-Merkel. Ce couple d'ailleurs qui avait plutôt tendance à être obligé de fonctionner, notamment depuis que Trump a été élu aux États-Unis et qu'il multiplie les attaques. Est-ce qu'aujourd'hui, ce couple Macron-Merkel, il bat de l'aile? Est-ce que ces élections législatives, justement, elles vont pas, quelque part, déjà mettre un petit peu en péril cette vie de couple? C'est clair que ça ne va pas faciliter les choses. C'est ce que je disais tout à l'heure sur la dimension européenne. On ne peut pas dire que la grande coalition était très allante, mais j'ai beaucoup de raisons de penser que dans la nouvelle configuration, avec en plus de ça l'AfD présente au Bundestag, il sera encore plus difficile à la coalition allemande de faire la moindre concession pour assurer la stabilité et la viabilité de l'euro. Donc, en effet, ça va être compliqué. Comme je vous l'ai dit, je ne pense pas que Macron a adopté, en tout cas, une stratégie vraiment gagnante pour affirmer, si vous voulez, la nécessité d'une alternative à l'ordolibéralisme allemand. Voilà, donc c'est trop tôt pour le dire, mais je pense en effet que les années qui viennent ne se présentent pas nécessairement sous très bons auspices. Alors pour l'instant, l'euro semble être dans une zone de calme, tout ça parce qu'on a une politique très accommodante du côté de la Banque centrale européenne, mais dès que les taux d'intérêt remonteront ou face à des chocs macroéconomiques importants, c'est la cohésion de la zone euro qui sera de nouveau mise en cause avec la nécessité criante d'une solidarité financière forte entre les États membres. Or, je vois mal comment une nouvelle coalition allemande sera prête à faire ce qu'il faut. Mais enfin bon, je n'ai pas une boule de cristal non plus. On verra ce que l'avenir nous réserve. En même temps, Angela Merkel, dans les trois coalitions précédentes, a réussi à chaque fois à quelque part prendre la dominante sur ses partenaires de coalition. Donc pourquoi est-ce que cette fois-ci ça ne marchera pas? D'autant plus qu'elle va vouloir laisser sa trace dans les livres d'histoire. C'est son dernier mandat. C'est ce qu'on peut espérer, mais de nouveau dans un contexte plus difficile. La AfD n'était pas présente au Bundestag. Le FDP était tellement junior qu'il ne s'y trouvait pas non plus. Elle avait une majorité écrasante pro-européenne au Bundestag. On ne peut pas nier les chiffres. Mais le SPD la soutiendra peut-être sur ses projets européens. Elle peut compter sur l'appoint des voix du SPD. On peut l'espérer, en effet. On peut l'espérer. Pascal Delwitz, ces élections, en tout cas, c'est une mauvaise nouvelle pour le président français, Emmanuel Macron? Je crois que c'est une mauvaise nouvelle pour Emmanuel Macron. Je crois que c'est une mauvaise nouvelle pour l'Union européenne. Et je dirais, il y avait une espèce de vent d'optimisme dans la foulée du discours de Jean-Claude Juncker. Ce vent d'optimisme va être douché avec le résultat des élections en Allemagne parce que il y a plusieurs éléments. On a souligné les résultats électoraux, la difficulté de la formation d'une coalition. En plus, il ne faut pas oublier, a priori, c'est le dernier mandat d'Angela Merkel. Donc, chaque jour qui va passer va la déforcer. Quand on connaît la fin, chaque jour qui passe vous affaiblit. Et par ailleurs, je crois aussi que dans la CDU-CSU, l'interprétation qui va être faite du résultat électoral, c'est qu'on a été trop accommodant, notamment sur la question des réfugiés, mais pas uniquement. Et donc la ligne dure, la ligne Schäuble en matière socio-économique et financière, ou la ligne plus dure en matière de rapport à l'autre, je dirais, va prendre du poids à l'intérieur de la CDU-CSU,
outre que la coalition sera très très difficile à définir. Et n'oubliez pas, on va bientôt aussi avoir les élections en Italie qui ne s'annoncent pas particulièrement réjouissantes du point de vue de l'Union européenne non plus. Donc je pense que pour le nouveau mandat d'Emmanuel Macron, le dernier mandat sans doute d'Angela Merkel, les choses ne vont vraiment pas être simples. Ça veut dire qu'Angela Merkel va orienter sa politique de plus en plus à droite en réaction à cette présence de l'AfD dans une opposition forte? Mais déjà, elle a adopté une rhétorique différente depuis la montée en force de l'AfD dans les élections de Länder tout au long de l'année 2016-2017. C'était évident. Je pense que le résultat de ce soir va concourir à cette approche-là. Et donc, l'approche va être plus dure alors que les problèmes restent. On laisse l'Italie se débrouiller tant bien que mal avec les réfugiés qui arrivent sur ses côtes. On laisse la Grèce se débrouiller tant bien que mal avec les réfugiés qui arrivent sur leurs côtes. Mais le problème est là et l'Union européenne ne le prend pas à bras-le-corps. L'attitude d'Emmanuel Macron pendant l'été à l'endroit de l'Italie n'a pas renforcé, c'est le moins que l'on puisse dire, un éventuel axe méditerranéen dans le Conseil européen. Donc les choses vont être complexes à ce niveau-là. Pascal Lamberts, ça va être encore plus compliqué pour Emmanuel Macron, qui avait pourtant la volonté de refonder l'Europe. Il avait appuyé une partie de son programme là-dessus. Il fallait déjà qu'il habitue les Français à avoir une politique peut-être moins à gauche que celle qui avait été effectuée précédemment, notamment en termes d'austérité ou de refus de l'austérité. Sa marge de manœuvre, elle va être encore plus compliquée au nouveau président français. Oui, je crois tout à fait. Maintenant, ce qui, moi, me frappe, en tout cas, dans les premiers pas de Macron sur la scène européenne, c'est que finalement, il incarne une ligne assez connue en France, qui est que l'Union européenne ne peut être que si elle est une extension de la volonté de la France. C'est ce qui s'est passé dans les premières décennies de la construction européenne. La France décidait, l'Allemagne payait. Ce n'est évidemment plus le cas aujourd'hui, mais on retrouve un petit peu cette vision gaulliste en tout cas dans son chef, d'une Europe qui soit simplement une extension de la France. Et je pense qu'il n'a pas encore bien compris que l'Europe, c'est aussi le compromis, c'est la construction de rapports de force. Il ne suffit pas de débarquer en Europe de l'Est en disant à la Pologne, vous allez arrêter de faire, de faire votre cinéma, et aux autres, vous allez accepter une réforme de la directive détachement des travailleurs comme la France le souhaite. Ce n'est pas comme ça que ça se passe en Europe. Et donc il est en train, par une certaine arrogance, il s'est mis l'Italie à dos parce qu'il la laisse toute seule face au problème des réfugiés, mais bien plus, parce qu'il prétend aller faire cavalier seul pour faire la paix en Libye, ancienne colonie italienne. Enfin, imaginez-vous que le président du Conseil italien débarque en Centrafrique en convoquant les chefs de guerre en disant « voilà, moi je vais faire la paix, j'en parle pas à Paris, j'en parle pas à l'Union européenne ». Enfin, c'est impensable. Et donc, cette manière de brusquer tout le monde et en disant « la France est de retour, mais vous allez voir ce que vous allez voir », peut connaître un retour de flamme. Rappelez-vous François Hollande qui disait « vous allez voir ce que vous allez voir, je vais renégocier le traité budgétaire européen ». Il a vite compris que ce n'est pas comme ça que ça marchait. Et la conclusion qu'il en a tirée, c'est puisque je ne peux pas tailler l'Europe à ma mesure, je me retire. Et en fait, pendant les 5 ans du quinquennat de Hollande, la France n'a pas existé au niveau européen. Alors je pense qu'il faudra plus pour décourager Macron, mais je pense que la méthode des gros sabots de Macron, je ne suis pas sûr qu'elle va payer en Europe. On avait l'impression que la priorité ces jours-ci, ces semaines-ci au niveau européen, c'était la réforme de la zone euro. Mais tout à l'heure, Angela Merkel, lorsqu'elle a commenté les résultats, elle a dit on va beaucoup parler d'immigration et de sécurité intérieure. Alors on sent qu'elle tient compte en cela du score de l'AfD. Quelles conséquences ça peut avoir sur la politique européenne, sur par exemple le rétablissement des frontières nationales, sur une politique encore plus dure à l'égard des migrants? Qu'est-ce que vous pouvez... Je crois que je ne pense pas que ça va contribuer à rétablir les frontières nationales. Ça, je pense que l'Allemagne ne poussera pas dans cette direction-là. Par contre, j'entends déjà la satisfaction d'une grande majorité des chefs d'État et de gouvernement européens qui sont essentiellement partisans de l'Europe forteresse, et malheureusement, Macron, jusqu'à preuve du contraire, en fait partie. Ils se satisferont de dire, eh bien, elle a voulu faire autrement, elle a voulu accueillir, elle en a pris plein la gueule, c'est bien fait pour elle, et donc nous pouvons maintenant nous unir sur une ligne d'Europe forteresse. Je pense que l'Europe forteresse fait les affaires des passeurs, parce que s'imaginer qu'on peut construire des barrières suffisamment épaisses et suffisamment élevées pour que personne ne mette le pied en Europe, je pense que c'est se tromper lourdement. Et en fait, pour l'instant, l'attitude de l'Europe consiste à dealer et à payer des régimes dictatoriaux, essentiellement pour s'arranger pour que ces gens meurent loin de chez nous ou souffrent loin de chez nous, de manière à ce que ça ne fasse plus les titres chez nous, mais surtout qu'ils le fassent sans que personne n'en parle. C'est ça le but.
Philippe Lamberts, Pascal Deluitte, on va se retrouver un petit peu plus tard. Mais jusqu'ici, on a beaucoup parlé d'Angela Merkel, la femme politique, la femme pragmatique. On va s'intéresser à la femme tout court, Angela Merkel en tant que personne. Alors on sait d'elle que pour elle, la liberté est une vertu cardinale, qu'elle est très peu portée, voire même hostile aux idéologies, qu'elle est aussi pragmatique que réservée, qu'elle se confie très peu, qu'elle se confie même jamais, qu'elle parle très peu. Bref, elle a une personnalité qui colle parfaitement à son enfance de fille de pasteur qui a grandi en RDA sous le communisme. Son portrait est signé Martina Chiba. La fille de l'Est. Fille de pasteur, Angela Kastner rêve d'être patineuse artistique. Problème, physiquement, c'est pas ça. À gauche, sur cette photo de jeune femme libérée, certains ont cru reconnaître la future chancelière. Mais elle se définit à l'époque comme celle qui ne danse pas et n'embrasse jamais. Elle se venge par l'excellence, fleißig, ça veut dire bosseuse, brillante, doctorante en physique. Durant ses débuts en politique, le chancelier Helmut Kohl la prend sous son aile, il l'appelle das Mädchen, la gamine. Il ne sait pas que la gamine finira par occuper sa place. L'épouse sans tralala. Angela porte le nom de son premier mari, Ulrich Merkel. Elle s'est remariée ensuite avec l'homme de sa vie, le professeur de chimie Joachim Sauer, un homme très discret. Les seuls endroits où il se montre, c'est dans les grands théâtres. C'est pour ça que la presse le surnomme le fantôme de l'opéra. Ces jours-là, son épouse se transforme jusqu'à faire polémique avec un décolleté waouh. Pas de tralala dans ce couple-là, on ne se tient pas la main et on n'en fait pas des caisses. Et on passe des vacances, comme vous et moi. La mère de la nation. Angela Merkel n'a pas eu d'enfant, mais c'est elle que l'Allemagne s'est choisie comme mère. Au début, elle a tiqué quand on l'appelait Mouti. Et puis non seulement elle a accepté, mais elle assume. Elle craque à la télévision face à une jeune fille palestinienne qui doit être expulsée. En 2015, en pleine crise migratoire, elle ouvre les bras aux milliers de réfugiés avec sa fameuse phrase « Wir schaffen das », nous pouvons le faire. Wir schaffen das. En cette année électorale, face à de jeunes youtubeurs, Mouti est plus que jamais maternelle. Avez-vous un emoji préféré? Le smiley, celui qui sourit. Et celui qui a un petit cœur aussi. Et s'intéresse aux jeux vidéo des petits. Bon, pas très longtemps. La féministe non assumée. Angela Merkel refuse la séduction, ne minaude jamais. Depuis 60 ans, elle arbore la même coupe de cheveux Playmobil et la même veste dans toutes les couleurs. On la critique, on la caricature, on la siffle, mais elle est là, elle serre les mains et les dents. Récemment, elle a même lâché un vrai sourire, une sorte de « yes » devant les pandas offerts à l'Allemagne par la Chine. Elle est simplement Angie. L'histoire d'Angie, c'est celle d'une jeune fille née dans un pays communiste, complexée, divorcée, mal fringuée, aux traits fatigués, et qui, grâce à sa volonté et à son habileté politique, boit désormais des bières avec Barack, tient la dragée haute à tous les gros machos de la planète. Le comble d'Angela Merkel, c'est qu'une politicienne se disant non féministe est devenue la femme la plus puissante du monde. Philippe Lamberts, je ne vais pas vous faire parler féminisme, mais dans cette séquence, on a évoqué le cœur d'Angela Merkel. Le problème ne serait-il pas qu'elle a un cœur allemand avant tout, allemand avant d'être européen ou non? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas, mais comment est-ce que je dirais? C'est pas une grande visionnaire. Je pense que le sujet le montre bien. C'est quelqu'un qui s'est tracé son chemin, qui bosse, qui n'a pas de prétention particulière, mais je pense qu'il a du mal à forger une vision d'avenir à la fois pour son pays et pour l'Europe. Moi, ce qui me frappe, c'est l'épisode du nucléaire. Angela Merkel arrive après la coalition rouge-verte qui avait décidé la sortie du nucléaire en Allemagne. Elle arrive avec ses gros sabots en disant « Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Je vais non seulement abolir cette loi, mais je vais prolonger le nucléaire. » On connaît ça bien en Belgique, mais bon, voilà, elle le fait. Quelques mois plus tard, Fukushima, les concitoyens sont contre le nucléaire. Vous savez quoi? On va sortir du nucléaire et encore plus vite que ce que les socialistes et les Verts avaient voulu. Elle a marché sur vos plates-bandes aussi, là. Ça, je m'en fous, c'est très bien. Elle a fait une bonne décision. Ce que je veux dire, c'est que
Si elle avait été psychologue de formation ou juriste, on aurait dit, ouais, bon, vous comprenez, elle ne comprend pas très bien. Elle est physicienne. Elle ne pouvait pas ignorer ce que c'était l'énergie nucléaire. Et donc, c'est là qu'on voit sa dose, je dirais, d'opportunisme. Mais oui, c'est ça. Donc, on réagit un petit peu. Il y a quelque chose de Dehaene là-dedans. En Belgique, l'ancien Premier ministre qui disait, je traite les problèmes quand ils se présentent. Et finalement, c'est un petit peu à la godille. Mais c'est opportuniste ou pragmatique, comme l'ont dit d'autres? Parce qu'alors là, on passe du défaut à la qualité. Non, c'est pas pragmatique parce que je prends la question de l'euro de nouveau qui est centrale. Il n'y a pas de monnaie unique sans solidarité financière forte entre les composantes d'une monnaie unique. L'Allemagne est une union monétaire. 3 des régions allemandes sur les 16 contribuent beaucoup plus d'argent à la fédération qu'elles n'en reçoivent. Et les 13 autres reçoivent plus d'argent qu'elles ne contribuent. Autrement dit, l'Allemagne est une grande transfer union. Et en fait, ce qui est vrai pour l'Allemagne est vrai pour l'Europe. On ne peut pas avoir de monnaie unique sans transfert financier entre les différentes composantes. Et cette vérité-là, Angela Merkel, je pense, ne l'ignore pas, mais elle n'a pas le courage de la dire à ses concitoyens en disant, écoutez, l'Allemagne est le pays qui profite le plus de l'euro, mais ses avantages ont un coût, et le coût, c'est la solidarité financière avec les autres. Pascal Delhuit, votre avis d'analyste, d'observateur de la vie politique, est-ce qu'Angela Merkel manque de vision d'avenir pour l'Europe? Vous partagez cet avis de Philippe Limburg? Elle n'est pas une européenne dans le sens où on entendait des personnalités européennes de la fin des années 70 ou des années 80, Jacques Delors, François Mitterrand ou Helmut Kohl. On construisait l'Europe à l'époque aussi. Mais l'Union européenne a considérablement changé, donc ce n'est pas la même Union européenne, il faut bien le souligner. Et puis la place de l'Allemagne dans l'Union européenne a considérablement changé, parce qu'il faut bien voir que la place de l'Allemagne, le leadership politique, le leadership économique, et en particulier avec l'extension de l'Union européenne vers l'Europe centrale, c'est une toute autre Union européenne. Et donc le positionnement d'Angela Merkel tient aussi compte de cette donne et tient aussi compte de son parti, parce que on dit Angela Merkel, c'est pas le président des États-Unis, c'est même pas le président français. C'est quand même le président des États-Unis sortant, Barack Obama, qui lui a mis entre les mains, un peu les clés du monde. On se souviendra d'une petite phrase. Oui, c'est vrai, mais elle est première ministre, si vous voulez. Elle n'est jamais que première ministre. Elle est première ministre d'une coalition qu'on dit avec 2 partis, mais il ne faut pas oublier, en réalité, c'est la CDU, la CSU et le SPD, ou dans le précédent gouvernement, la CDU, le CSU et le FDP. Elle doit tenir compte de ça, de tenir compte de conflits très forts dans son parti. Et la personnalité la plus importante de ce point de vue-là, c'est Wolfgang Schäuble. C'est lui qui a orienté les choses dans une large mesure, en particulier financièrement. Et de ce point de vue-là, le pragmatisme d'Angela Merkel, c'est de réussir, ce qui est un exercice difficile pour les cuisiniers parfois, à maintenir la mayonnaise et à chaque fois bien la réussir. Mais elle n'a pas, à proprement parler, effectivement, une vision, sauf à maintenir et développer le leadership de l'Allemagne dans l'Union européenne et à jouer les pompiers quand ils le font. Parce que l'histoire, quand même, du Dieselgate ou de Volkswagen, c'est aussi c'est quand même très saisissant. C'est-à-dire, vous avez cette histoire-là dans un autre État que l'Allemagne dans l'Union européenne. Vous avez une toute autre histoire qu'on vous présente dans les médias également. Donc, ça fait partie de sa force. Et il faut se rappeler qu'Angela Merkel a été la lobbyiste en chef de l'industrie automobile allemande pendant les 3 premières législatures. Je veux dire, elle a cassé des accords européens sur les normes d'émission de véhicules et sur la manière de les mesurer, sans aucune vergogne, pour défendre en fait un modèle business datant du XXe siècle. Et donc, elle n'hésite pas, en effet, quand les intérêts du big business allemand sont en jeu, à jouer un jeu très allemand, mais je dirais même très conservateur. Pour le même prix, elle aurait pu faire le pari de la transition vers l'électromobilité et mener la transition. Ici, elle essaye de la retarder encore le plus possible. Et voyons aujourd'hui les résultats de cette politique. Oui, justement, on va revoir en chiffres justement cette victoire au goût certes amer, mais victoire tout de même de la CDU aux élections législatives allemandes avec un premier camembert. Comme on dit, voilà donc la CDU qui remporte donc ces élections législatives avec 32,8% des voix. Puis derrière, eh bien, là donc on voit la composition du Bundestag. Voilà, on va passer au pourcentage. On y est. Ensuite donc vient
bien, en deuxième position, le SPD, donc les anciens partenaires, on peut dire comme ça, de la coalition d'Angela Merkel, qui termine deuxième avec 20,8% des voix. Et puis, eh bien, ce qui fait figure de séisme dans ces élections, eh bien, c'est l'entrée au Bundestag de l'AfD, les partis d'extrême droite, un parti anti-immigration, un parti, Isabelle Horry, qui a manifestement su faire entendre sa voix et même ses voix. Oui, et donc ce soir, on se retrouve avec une chancelière qui est vraiment face à un double défi. Alors, un double défi inédit. Le premier, c'est effectivement la présence de ce parti d'extrême droite au Bundestag. On va voir comment les 85 à 90 députés de l'Alternative für Deutschland se comportent au Bundestag. Et puis, deuxième défi, ça va être de composer une future coalition. Et on s'oriente vers une coalition qui est inédite au niveau fédéral en Allemagne, une coalition avec vraisemblablement les Verts et les libéraux, et ça ne s'est encore jamais vu au niveau fédéral. Les Verts et les libéraux, eh bien, les libéraux qui obtiennent 10,3% des voix et les Verts qui obtiennent 9,1% des voix. Les Verts qui se ressaisissent un petit peu après oui, c'est peut-être un effet du Dieselgate de ces derniers mois qui ont peut-être fait prendre conscience aux électeurs allemands qu'il fallait peut-être proposer d'autres idées. Et nous allons à nouveau nous rendre au siège de la CDU à Berlin avec Annick Kappel, notre correspondante qui est toujours sur place. Annick, on a vu, vous l'avez décrit, une atmosphère assez morose tout de même au vu des résultats et de la chute, même si ça reste le premier parti. Il va falloir que la CDU tire les leçons de ce scrutin, Annick. Oui, en effet, mais je dirais qu'en attendant, les militants de la CDU essayent tout de même d'oublier quelque peu le camouflet infligé par la droite en effectuant quelques petits pas de danse parce que, étonnamment, depuis que la chancelière a fait une nouvelle apparition ici à la tribune il y a une grosse demi-heure environ, eh bien, les militants semblent avoir retrouvé quelques couleurs alors qu'ils étaient complètement dépités, abattus en début de soirée. Maintenant, ils dansent sur la piste, ils chantent et donc la fête semble avoir enfin commencé. Ils attendent donc sans doute demain pour tirer les leçons de ce scrutin, pour faire cet examen de conscience en effet qu'il va falloir faire pour le parti, tenter de comprendre comment rassurer cette frange de l'électorat qui n'a pas cru en la capacité d'Angela Merkel de gérer l'accueil de plus d'1 million de réfugiés en Allemagne. Cela dit, Angela Merkel, on l'a vu encore il y a une demi-heure, est apparue comme à son habitude plutôt confiante, pragmatique, préférant transformer ce que certains considéraient comme un problème en défi pour son parti et pour le futur gouvernement. Merci à vous Annick, merci pour toutes ces réactions tout au long de cette émission. Pascal Deluitte, on arrive vers la fin en quelques secondes. Cette attitude des militants qui passent des larmes au rire, est-ce que c'est symbolique de l'attitude d'Angela Merkel qui finalement tout au long de cette carrière politique a toujours surpris et a toujours su retomber sur ses jambes? Je dirais c'est le rôle d'une soirée électorale, justement. Le message du leader, les messages des dirigeants visent à envoyer une représentation et vraisemblablement qu'elle a considéré que sa première apparition n'était pas suffisamment enthousiasmante et c'est la raison pour laquelle elle est revenue, donner une autre représentation aux militants et aux électeurs. C'est une attitude, Monsieur Lambert. Vous trouvez aussi qu'elle a l'art comme ça de s'adapter finalement aux situations? Je l'ai vu quelques fois à ses conférences de presse en fin de Conseil européen et je trouve qu'elle a quelque chose d'attachant parce qu'en fait, elle ne fait pas beaucoup de cinéma. Elle se livre un petit peu telle qu'en elle-même. Alors bien sûr, elle est capable de calcul, la question n'est pas là. Mais on a quand même l'impression d'avoir une personne devant soi. Et je contrastais ça avec François Hollande, dont j'allais aussi écouter de temps en temps les conférences de presse. Là, on avait l'impression d'une personne totalement creuse. Au moins, Angela Merkel est habitée par quelque chose, pas quelque chose de très flamboyant. Mais je pense qu'il y a quand même des convictions là derrière, pas des grandes visions. Fort heureusement, devons-nous dire, pour une personnalité politique de ce plan. Tout à fait. Mais non, enfin, je dis, des hommes et des femmes politiques sans conviction, j'en connais beaucoup. Donc, je veux dire, avoir quelqu'un comme elle à la tête de l'Allemagne. Deutsche Welle me demandait il y a quelques semaines, est-ce que vous voteriez Schulz ou Merkel? Honnêtement dit, connaissant Schulz, j'aurais voté Merkel. Voilà qui est dit. Merci en tout cas, messieurs, d'être venus sur ce plateau. L'Allemagne, un pays où il fait bon vivre, c'était le thème de campagne d'Angela Merkel. L'Allemagne, un pays où le réveil sera peut-être douloureux, Dominique. Eh bien, on verra ça demain dans les prochaines éditions. C'est la fin de cette émission. Merci à vous, Isabelle. Merci, Nathalie. Merci aux invités, mais aussi aux envoyés spéciaux qui nous ont accompagnés tout au long de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis sur les antennes de la RTBF, de la RTS et de TV5 Monde. Excellente suite de programme.